Bonjour! Dans cette vidéo-ci, nous allons continuer à discuter de l'atome. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un nouveau concept. On va s'intéresser aux ions. Alors, les atomes dont on a discuté jusqu'à maintenant, ce sont des atomes qu'on considérait comme étant neutres, c'est-à-dire qu'ils avaient autant de protons qu'ils avaient d'électrons et donc que leur charge électrique, elle était de zéro. Comme on a ici un exemple, c'est une image du modèle de Rutherford-Bohr de l'atome de néon. On voit que le néon possède 10 protons dans son noyau et 10 électrons situés partout sur ses couches électroniques. Et donc 10 charges positives, 10 charges négatives. Quand on met ça ensemble, ça nous fait une charge finale de 0. Mais les atomes ne sont pas toujours neutres, bien au contraire. La plupart des atomes que l'on rencontre dans la nature vont avoir une charge électrique. Donc, les atomes peuvent perdre ou gagner certains de leurs électrons. Et ici, on ne parle pas de n'importe quel électron, on va parler bien sûr de leurs électrons de valence, qui, je vous le rappelle, sont les électrons qui sont situés le plus loin du noyau. Ce sont donc ceux qui sont le moins attirés par le noyau de l'atome et c'est eux donc qui sont plus faciles à changer d'un atome à l'autre. Donc les atomes qui perdent ou qui gagnent des électrons, on les appelle des ions. Quand un atome perd ou gagne un ou plusieurs électrons, il va se ramasser à ce moment-là avec une charge électrique, soit une charge électrique positive ou une charge électrique négative. Donc, dans cette vidéo-ci, on va parler de ces deux situations-là possibles, un atome qui devient positif versus un atome qui devient négatif. Alors, première situation, un atome va perdre un ou plusieurs électrons et va devenir positif. Comment ça fonctionne? Donc, je vous donne l'exemple ici de l'atome de sodium. Donc, encore une fois, on a le schéma ici de l'atome de sodium selon le modèle de Rutherford-Bohr. On voit que l'atome de sodium, il possède 11 protons dans son noyau et 11 électrons situés un peu partout sur ses couches électroniques. Lorsqu'on additionne les charges, donc 11 plus avec 11 moins, ça nous donne une charge totale qui est nulle. Donc, c'est pour ça que notre atome, il est neutre. Par contre, supposons que notre atome de sodium va se débarrasser ou va perdre son seul électron de valence, le seul électron qui se trouve sur sa couche périphérique. Eh bien, à ce moment-là, votre atome de sodium, il a toujours 11 protons. Il n'y a rien qui a changé au niveau de la composition du noyau. Mais maintenant, il n'a plus 11 électrons, il est rendu à 10 électrons. Il en a perdu un. Donc, lorsqu'on fait l'équation finale, lorsqu'on veut faire le bilan des charges électriques finales, à ce moment-ci, on a 11 plus, on a 10 moins. Lorsqu'on additionne 11 plus 10 moins, ça nous donne 1 plus. Donc, à ce moment-là, votre atome aurait une charge électrique de 1 plus. Il a perdu un électron, il a donc un proton en surplus, il est donc 1 plus. Et comment est-ce qu'on va écrire cet ion-là? On va l'écrire sous cette forme-là ici à droite. Donc, on va noter le symbole chimique de l'élément, donc Na pour sodium, et on va ajouter en exposant sa charge électrique. Dans le cas du sodium, c'est plus 1 ou 1 plus. Donc, on va tout simplement écrire plus. On ne met pas le 1. Le 1 est sous-entendu. Vous allez voir en sciences, souvent, lorsqu'il est supposé y avoir un 1 en quelque part, on ne l'écrit pas. Il est sous-entendu, un peu comme en algèbre, en mathématiques. On ne met pas le 1 devant le x. On écrit tout simplement x. Donc, ça, c'est pour notre ami le sodium. Un ion positif, ça porte un nom. Donc, un ion qui a une charge positive, on va appeler ça un cation. Et un petit truc pour vous aider à vous souvenir de ce terme-là, dans le mot cation, il y a le mot cat, qui est chat en anglais. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, voir un chat, ça me rend heureuse, ça me rend positive. Donc, cation me fait penser à chat, qui me fait penser à quelque chose de positif. Juste un petit truc pour vous souvenir de ce terme. Prenons un autre exemple. Prenons le magnésium. Si vous regardez dans votre tableau périodique, le magnésium possède 12 protons et 12 électrons.
Donc, à la base, il a aussi une charge électrique qui est nulle. Il a 12 plus, il a 12 moins. Lorsqu'on les met ensemble, ça fait 0. Par contre, le magnésium pourrait, dans un contexte particulier, perdre ces 2 électrons de valence. À ce moment-là, il aurait toujours 12 protons, 12 charges positives, mais il aurait maintenant 10 charges négatives, 10 électrons, parce qu'il en a perdu 2. Et donc, la charge nette de cet atome-là serait de 2 plus, parce que j'ai 2 protons en surplus. L'ion résultant de cette situation-là serait donc Mg, 2 plus, Mg le symbole chimique de l'élément, et 2 plus la charge électrique de cet atome-là. Là, faites attention, ici, le 2 plus doit être écrit en exposant. Donc, il ne doit pas être écrit directement à côté du Mg, il doit être mis en exposant en haut, Mg avec le petit 2 plus, comme ça. Deuxième situation maintenant. Supposons que l'atome va gagner un ou plusieurs électrons. Il gagne des charges négatives, alors donc cet atome-là devient négatif. Prenons encore une fois un exemple du tableau périodique. Allons-y avec le chlore. Donc le chlore, vous avez son dessin ici à votre gauche. Le chlore a 17 protons et 17 électrons. Lorsqu'on additionne 17 plus 17 moins, ça nous donne une charge électrique nulle, donc une charge électrique de 0. Mais supposons que dans une situation quelconque, mon atome de chlore réussisse à aller voler un électron à un autre atome. Eh bien, à ce moment-là, il aurait toujours son 17 protons dans son noyau, mais il serait maintenant rendu à 18 électrons. Il aurait donc une charge négative supplémentaire. Si on fait le calcul, 17 plus 18 moins, ça me donne une charge de moins 1. Et à ce moment-là, je vais écrire l'ion sous cette forme-là, le symbole chimique Cl. Et cette fois-ci, je vais mettre le moins pour indiquer que mon atome est devenu négatif. Et encore une fois, le moins doit se retrouver en exposant et non pas directement à côté, comme ça ici. Un ion négatif, ça porte aussi un nom particulier. On appelle ça un anion. Un autre truc pour que vous puissiez vous souvenir de ce terme, le terme anion, moi, ça me fait penser à un oignon. Et un oignon, ça me fait pleurer. C'est-à-dire que quand je coupe un oignon, les vapeurs se ramassent dans mes yeux, ça pique, ça brûle, et là, je pleure. Donc, anion fait penser à oignon. Un oignon, ça me fait pleurer, c'est négatif, ça me rend triste, donc c'est associé à un ion négatif. Donc, encore une fois, juste un petit mot un petit truc, pour que vous puissiez vous souvenir de ce terme-là. Mais pourquoi un atome voudrait-il perdre ou gagner des électrons? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la raison derrière ce comportement-là de notre atome? Eh bien, un atome va procéder de cette façon-là pour atteindre la stabilité. Il veut être stable. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour un atome, être stable, ça ne veut pas dire avoir une charge électrique neutre. Ça ne veut pas dire avoir 0 électrons ou protons en surplus. Pour un atome, être stable, ça veut dire avoir une couche périphérique qui est saturée, c'est-à-dire une couche périphérique, qui va avoir 8 électrons de valence. Évidemment, ici, je fais une petite parenthèse, on n'oublie pas qu'il y a une exception à cette règle-là. Les éléments de la première période, donc qui sont sur la première ligne du tableau périodique, l'hydrogène et l'hélium, ils n'ont qu'une seule couche électronique. Et on se souvient qu'on a vu dans une vidéo précédemment que sur la première couche électronique, on ne peut pas mettre plus de 2 électrons de valence. Donc, l'hydrogène et l'hélium vont être stables s'ils n'ont que 2 électrons de valence sur leur seule couche électronique. Donc, avoir une stabilité grâce à ces 8 électrons de valence-là, on appelle ça la règle de l'octet. Octet, ça fait référence au chiffre 8. Regardons maintenant ensemble comment ça fonctionne, comment il va y avoir cette espèce d'échange-là d'électrons entre différents atomes. Et pour illustrer la chose, prenons comme exemple un atome de sodium et un atome de chlore. L'atome de sodium possède un électron de valence et l'atome de chlore en possède 7. Commençons par regarder ce qui va se passer au niveau de l'atome de sodium.
Notre atome de sodium, donc, on a dit qu'il a un seul électron de valence qui est situé sur sa troisième couche électronique. Pour respecter en fait la règle de l'octet, il faudrait que le sodium réussisse à aller voler 7 électrons à un autre atome. On ne parle pas de vol de 1 électron, 2 électrons, à la limite 3 électrons. On parle d'un vol de 7 électrons. C'est énorme. C'est très, très, très ambitieux comme vol. Le sodium n'y arrivera jamais. C'est pratiquement impossible pour un atome de sodium de réussir à voler autant d'électrons. Alors, il ne peut pas aller avec cette option-là. Il va plutôt y aller avec la deuxième option qui est de perdre volontairement son seul électron de valence. Donc, le sodium, il va se dire, je ne peux pas réussir à voler cet électron, mais j'ai quand même besoin d'avoir une dernière couche électronique qui est remplie au maximum. Donc, en perdant son seul électron de valence, ben, la troisième couche électronique sur laquelle cet électron-là se trouvait va disparaître. Et sa couche périphérique va devenir la deuxième couche électronique qui, elle, contient 8 électrons de valence, qui nous donne une couche qui est saturée et donc un atome qui va être stable. Donc, en perdant son seul électron de valence, le sodium fait en sorte que la couche sur laquelle était situé cet électron-là ne sert plus à rien. Elle va donc disparaître et c'est la couche qui venait juste avant, c'est-à-dire la deuxième couche qui va devenir la couche périphérique et elle contient ces 8 électrons de valence. Donc, c'est pour ça que le sodium va y aller pour la stratégie de me laisser voler. Si on regarde maintenant le chlore avec ses 7 électrons de valence, mais lui, il est très proche de la stabilité. Il ne lui manque qu'un seul électron de valence pour être stable, donc ça va être facile pour lui d'aller voler l'électron à quelqu'un d'autre. Si on met le sodium et le chlore ensemble, à proximité l'un de l'autre, on se rend compte que les deux ont des tendances qui se complètent, c'est-à-dire que le sodium veut se débarrasser de son électron de valence, le chlore, lui, il veut réussir à en voler un à quelqu'un. Donc, naturellement, les deux vont avoir tendance à se mettre ensemble pour former la fameuse molécule de NaCl. Donc, j'ai une petite vidéo ici qui vous montre comment ça fonctionne. Donc, on a l'atome de sodium ici avec ses électrons. Voilà. Et ici, on a l'atome de chlore avec ses électrons. Et regardez ce qui va se passer. Le sodium va laisser partir son seul électron de valence et va le donner au chlore. Le sodium va être stable, le chlore va être stable, le sodium va être devenu positif, le chlore va être devenu négatif et les deux vont se lier ensemble pour former une molécule, la fameuse molécule NaCl. Donc, c'est comme si vous alliez à ma fête. Par exemple, vous vous présentez à ma fête et vous m'apportez un cadeau. Donc, vous me donnez quelque chose, ça fait en sorte qu'il y a un lien qui est créé entre nous, un lien d'amitié, et on est connectés ensemble pour la vie. C'est un peu la même chose qui se passe entre le sodium et le chlore. Le sodium fait cadeau de son électron au chlore. Ça crée un lien entre les deux atomes qui va durer jusqu'à temps qu'il y ait une autre réaction chimique qui se produise. Ça crée un lien donc pour former la molécule NaCl. En regardant le tableau périodique, on est capable de déterminer quels éléments vont avoir tendance à former des cations, quels éléments vont avoir tendance à former des anions et surtout quels éléments vont avoir tendance à se complémenter l'un et l'autre. Donc, on va commencer avec les métaux. Donc, les métaux, je vous rappelle, ce sont eux qui constituent la grande majorité des éléments du tableau périodique. Les métaux vont avoir tendance à donner leurs électrons. La raison derrière ça est bien simple. Si on oublie les éléments de transition au centre et on regarde seulement les métaux des 3 premières familles, donc famille 1, famille 2, famille 3, on se rend compte que ce sont des atomes qui possèdent 1, 2 ou 3 électrons de valence. Donc, eux, c'est beaucoup plus difficile d'aller voler les électrons à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont besoin d'en voler beaucoup pour atteindre leur stabilité. Si j'ai 3 électrons de valence, j'ai besoin de réussir à aller en voler 5. C'est beaucoup, là, voler 5 électrons. Donc, ils vont avoir tendance à se laisser voler, à volontairement se débarrasser de leurs électrons pour atteindre la stabilité. Et c'est pour ça que les métaux vont avoir tendance à former des cations, des ions positifs.
Si on regarde maintenant les non-métaux, j'ai volontairement exclu l'hydrogène et la huitième famille, je vous en reparle tout de suite après. Les non-métaux vont avoir tendance à être des receveurs d'électrons, un peu pour les mêmes raisons que les métaux, c'est-à-dire que les non-métaux, on les retrouve dans les familles 4, 5, 6 et 7. C'est donc qu'ils sont très proches de la stabilité, il leur manque 1, 2 ou 3 électrons, donc ça va être plus facile pour eux d'aller voler un autre atome pour obtenir leur stabilité. Ils vont donc former des ions négatifs ou des anions. Si on regarde maintenant la huitième famille, la famille des gaz inertes, eux, ils sont particuliers, on en a déjà parlé, ils ont une réactivité chimique pratiquement nulle. Pourquoi? Ben, c'est parce que leur couche périphérique, elle est déjà pleine. Elle est déjà remplie au maximum. Donc, eux, ils ne veulent pas aller voler personne. Ils ne veulent pas non plus se débarrasser de leurs électrons. Ils en ont déjà 8 ou 2 dans le cas de l'hélium. Donc, ils veulent tout simplement qu'on les laisse tranquilles. C'est pour ça qu'ils ne vont pas réagir. Donc, ce n'est pas ni des donneurs ni des receveurs d'électrons. Ils sont tout simplement stables. L'hydrogène, lui, finalement. L'hydrogène, on en a aussi un peu discuté. C'est un élément qui est un peu étrange. Il forme sa propre famille. L'hydrogène a un seul électron de valence et il en a besoin de 2 pour être stable puisqu'il n'a qu'une seule couche électronique. Donc, des fois, il va en perdre un électron, des fois, il va préférer aller en voler un. Ça dépend toujours avec quel autre atome il va interagir. Mais on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas de règle générale pour l'hydrogène. Il faut toujours regarder avec qui il va interagir.